Bienvenue sur les histoires de Amina. Là où chaque récit illumine le cœur, réveille l'âme et dévoile la beauté cachée de la vie. Laisse le monde se taire un instant. Et permet à une nouvelle histoire de te toucher, de te surprendre, peut-être même de te transformer. Abonne-toi, et dis-nous d'où tu nous écoutes. Ta présence compte. Le royaume d'Alteria s'étendait à travers la savane dorée où les baobabs se dressaient comme d'anciens gardiens et la terre rougeoie sous le soleil africain. Dans le palais royal, le prince Rowan se préparait à prendre la décision la plus importante de sa vie, celle de choisir une épouse. Le roi Adabo, père de Rowan, avait déclaré que le prince devait se marier avant la saison des récoltes. L'annonce envoya des ondes d'excitation à travers chaque village, des comptoirs commerciaux les plus riches aux plus humbles hameaux agricoles. Chaque jeune fille éligible d'Alteria rêvait de devenir la future reine. Dans la ville marchande animée de Zora, les préparatifs atteignirent leur paroxysme. Les filles des riches marchands dépensaient des fortunes en soieries importées de la côte, en bijoux d'or qui tintaient à chaque mouvement et en parfums que l'on pouvait sentir de l'autre côté de la place. Elles engageaient les meilleurs danseurs pour leur enseigner les danses traditionnelles de la cour, répétaient leurs salutations royales jusqu'à en avoir mal aux genoux et mémorisaient de la poésie pour impressionner le prince. Parmi elles se trouvait Nadia, la fille du maire, dont le père possédait la moitié des étals du marché. Elle portait une robe cramoisie et or avec des perles de corail tissées dans ses cheveux élaborément tressés. Le prince me remarquera sûrement, se vantait-elle auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Mon père lui a déjà promis 10 têtes de bétail et 50 sacs de grains comme dot. Son amie Jasmine, fille du commerçant le plus riche du royaume, rit d'un air dédaigneux. Du bétail et du grain. Mon père offre au prince de l'ivoire rare et des pierres précieuses venues de l'autre côté du désert. Quand Rowan verra ma collection de bijoux, il oubliera que toute autre fille existe. Dans une petite maison en briques de terre à la lisière de Zora vivait Élise, une jeune fille de 17 ans aux yeux doux et aux mains calleuses. Elle n'avait pas de parents dont se vanter, pas de richesses à exhiber, pas de tissus importés à porter. Sa mère était morte en la mettant au monde, et son père, un charpentier talentueux, avait péri dans l'effondrement d'un bâtiment alors qu'elle n'avait que 12 ans. Depuis, Élise avait survécu grâce à la bonté des étrangers et à sa propre détermination silencieuse. La vieille maman Ruth, une veuve qui vendait des légumes au marché, l'avait recueillie et lui avait appris à coudre. Élise passait ses jours à raccommoder les vêtements des villageois, gagnant juste assez pour acheter du pain et aider maman Ruth à payer les dépenses. Quand la nouvelle de la sélection de la fiancée du prince parvint à leur humble foyer, maman Ruth insista pour qu'Élise y participe. Chaque fille du royaume est invitée, dit-elle, ses mains usées par le temps serrant celles d'Élise. Tu as autant le droit que quiconque de te présenter devant le prince. Élise secoua la tête, baissant les yeux vers sa robe usée et ses pieds nus. Maman, regarde-moi. Je n'ai rien à porter, rien à offrir. Des filles comme Nadia et Jasmine se préparent depuis des mois. Quelle chance ai-je? Mais maman Ruth était têtue. Elle disparut dans sa chambre et en ressortit avec un ballot de tissu. Un simple coton au ton doux de crème et de terre, économisé après des années de troc minutieux. Je gardais cela pour quelque chose de spécial, dit-elle. Tu vas te faire une robe. Tu n'as peut-être pas de bijoux en or, mais tu as quelque chose de plus précieux, un bon cœur et des mains honnêtes. Pendant 3 semaines, Élise travailla à la lumière des chandelles après avoir terminé ses raccommodages quotidiens. Elle n'avait pas de livre de patron, seulement le souvenir des robes qu'elle avait vues au marché, et son œil naturel pour la beauté dans la simplicité. Elle broda des motifs africains le long de l'ourlet, des symboles de force, de sagesse et de bonté que son père lui avait autrefois enseignés. La robe ne brillerait pas comme la soie importée de Jasmine et ne flotterait pas comme les tissus coûteux de Nadia, mais elle était faite avec amour, chaque point étant une prière. Le jour de la sélection arriva avec grande pompe. Les tambours résonnèrent à travers le royaume alors que les filles de tous les coins d'Alteria se rendaient au palais royal. La cour se remplit d'un arc-en-ciel de couleurs, des rouges vifs, des pourpres profonds, des ors scintillants. L'air était épais de parfums concurrents et du bavardage nerveux de centaines de filles pleines d'espoir. Élise arriva alors que le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur les terrains du palais. Elle serrait son simple sac de toile, se sentant désespérément déplacée parmi l'étalage de richesses qui l'entourait. Plusieurs filles regardèrent sa robe simple et ricanèrent derrière des mains parées de bijoux. Qui a laissé entrer la mendiante du village?
murmura quelqu'un assez fort pour qu'Élise l'entende. Nadia passa en trombe dans sa gloire cramoisie, heurtant délibérément l'épaule d'Élise. Tu perds ton temps, fille d'orphelin. Le prince veut une reine, pas une servante. Les joues d'Élise brûlèrent de honte, mais elle pensa aux paroles encourageantes de maman Ruth et garda la tête haute. Elle n'était pas venue pour gagner. Elle était venue parce que même les orphelins méritent de rêver, ne serait-ce qu'une journée. À l'intérieur de la grande salle, le prince Rohan était assis à côté de son père sur une estrade surélevée. Il était bel homme, comme le prétendaient les rumeurs, avec des yeux gentils qui semblaient fatigués du spectacle qui se déroulait devant lui. Pendant des heures, il avait regardé défiler fille après fille, chacune plus élaborée que la précédente. Elles récitaient des compliments répétés, exécutaient des danses préparées et exposaient la richesse de leur famille comme des marchandises au marché. Son père, le roi Adabo, se pencha vers lui. « Aucune n'a encore retenu ton regard, mon fils. » Rohan soupira. « Elles sont toutes belles, père, mais je ne vois que leurs bijoux et leurs sourires répétés. Je ne vois pas leur cœur. » Alors que le soleil se couchait et que des torchers étaient allumés autour de la cour, Élise parvint enfin au début de la file. Elle s'avança dans sa robe simple. Aucun bijou pour annoncer son arrivée, aucun serviteur pour proclamer le nom de sa famille. La salle tomba dans un silence gêné. Puis, à peine audible, quelqu'un rit. Mais le regard du prince Rohan se fixa sur Élise. Et pour la première fois de la journée, il se pencha en avant sur son siège. Il y avait quelque chose de différent chez cette fille. Quelque chose de vrai dans une mer de faux-semblants. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il, sa voix traversant les murmures. « Élise, votre Altesse, » répondit-elle, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Je suis une orpheline de Zora. »« Et qu'offres-tu au royaume, Élise de Zora ?» demanda le roi Adabo, non sans gentillesse, mais avec une curiosité évidente. Élise regarda directement le prince, son honnêteté transparaissant. « Je n'offre que moi-même, votre majesté. Mes mains qui connaissent le dur labeur, mon cœur qui comprend la souffrance, et mon espoir que la bonté puisse changer le monde, une personne à la fois. » La salle fut submergée par des rires moqueurs venant de certaines autres filles. Mais le prince Rohan ne rit pas. Il fixa Élise comme s'il voyait la lumière du soleil pour la première fois après une longue obscurité. Alors que la soirée se concluait et que les filles se dispersaient vers leur logement en ville, car la sélection continuerait pendant plusieurs jours encore, Rohan ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune orpheline à la robe simple. Alors que d'autres lui avaient promis richesse et beauté, elle lui avait promis la vérité. Cette nuit-là, le prince prit une décision qui allait tout changer. Le prince ne pouvait pas dormir tandis que le palais reposait sous la couverture des étoiles. Il arpenta ses appartements, les paroles d'Élise résonnant dans son esprit. « Mon cœur qui comprend la souffrance et mon espoir que la bonté puisse changer le monde. » Depuis 4 ans, il redoutait ce moment, la sélection de la fiancée. Il avait vu son frère aîné, le prince Malik, se marier pour une alliance politique 5 ans plus tôt. Le mariage avait apporté la richesse au royaume, mais une froideur dans le regard de son frère. Rohan voulait quelque chose de différent. Il voulait une partenaire qui régnerait non par privilège, mais par compassion. Une idée se forma dans son esprit. Dangereuse, mais nécessaire. Avant l'aube, Rohan convoqua son ami et conseiller le plus fidèle, Jacob, le capitaine de la garde du palais qui le protégeait depuis l'enfance. Jacob trouva le prince déjà vêtu de la simple robe marron d'un marchand commun. « Votre Altesse, que préparez-vous » demanda Jacob, l'inquiétude plissant son front. « J'ai besoin de voir la vérité, mon ami, » expliqua Rohan, retirant ses anneaux royaux et les plaçant dans les mains de Jacob. « Au palais, ces filles ne me montrent que ce qu'elles pensent que je veux voir. Mais au village, quand elles ne savent pas que je les observe, je verrai qui elles sont vraiment. » Jacob fronça les sourcils. « Cela pourrait être dangereux si quelqu'un vous reconnaît. »« Vous serez à proximité pour me protéger, » l'interrompit Rohan avec un léger sourire. « J'ai pris ma décision, Jacob. J'ai besoin de savoir laquelle de ces filles a un cœur digne de conduire notre peuple. » Et ainsi, alors que le soleil peignait le ciel de nuances d'orange et de rose, le prince Rohan sortit furtivement du palais, déguisé en assistant de marchand. Jacob le suivit à distance, vêtu en commerçant, le surveillant tout en restant invisible.
La ville de Zora était déjà réveillée. Les marchands du marché disposaient leurs marchandises. Des enfants puisaient de l'eau au puits, et les filles en visite pour la sélection commencèrent à émerger de leur logement, poursuivant leurs préparatifs élaborés. Rowan se positionna près de la place de la ville, faisant semblant de ranger des paniers de grains tout en observant le spectacle autour de lui. Nadia traversa le marché comme une tempête, ses serviteurs portant ses achats. Quand un jeune garçon la heurta accidentellement, renversant la précieuse huile de cuisson de sa mère, elle ne s'excusa pas. Au lieu de cela, elle le réprimanda bruyamment. « Regarde où tu marches, enfant maladroit. Cette robe coûte plus que ce que ta famille gagne en un an. » La mère du garçon se précipita pour s'excuser, mais Nadia était déjà passée à autre chose, les laissant nettoyer seul le désordre. Rowan regarda, la mâchoire serrée. Plus tard dans la matinée, il observa Jasmine marchander avec une vieille marchande de tissus. Les mains de la vieille femme tremblaient alors qu'elle expliquait que le tissu que Jasmine voulait était son ouvrage le plus fin, valant chaque pièce de cuivre qu'elle demandait. Jasmine rit cruellement. « Vous essayez de me tromper, vieille femme. Je vous en donne la moitié du prix, sinon rien. » Quand la marchande accepta à contre-cœur, les larmes aux yeux, Jasmine lança négligemment les pièces au sol, obligeant la femme âgée à se pencher pour les ramasser dans la poussière. Les mains de Rowan se serrèrent en poing, mais il resta immobile, observant. Alors que midi approchait, il se dirigea vers le quartier pauvre de la ville, où les maisons en briques de terre se regroupaient et où les enfants jouaient dans les rues poussiéreuses. Là, il remarqua une petite silhouette se déplaçant entre les maisons, portant un seau en bois. C'était Élise. Elle portait la même robe simple que la veille, maintenant recouverte d'un tablier usé. Rowan suivit à distance, la curiosité brûlant dans sa poitrine. Élise s'arrêta à une maison où un vieil homme était assis à l'extérieur, la jambe enveloppée de bandages sales. Elle s'agenouilla à côté de lui avec des gestes doux, défaisant soigneusement le vieux chiffon. « Oncle Moïse, vous devez garder cela plus propre, » dit-elle doucement, sortant des bandages frais de son sac. « La plaie ne guérira pas si la saleté pénètre à l'intérieur. »« Je ne peux pas me payer le guérisseur, mon enfant, » protesta faiblement le vieil homme. « Alors c'est une bonne chose que je ne sois pas guérisseuse, » répondit Élise avec un sourire chaleureux. « Juste une fille avec du linge propre et des mains soigneuses. Maintenant, restez immobile. » Rowan regarda, caché dans l'ombre d'une maison voisine, tandis qu'Élise nettoyait et pansait la plaie avec un soin exercé. Elle laissa le vieil homme avec du pain de son propre sac avant de passer à la maison suivante. Dans la seconde maison, une jeune mère était assise en pleurs, 2 jeunes enfants accrochés à ses jupes. « Je ne peux pas les nourrir, » sanglota-t-elle. « Mon mari est parti pour les mines il y a 3 mois et n'est jamais revenu. Les grains que j'avais sont épuisés. » Élise s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Marie, écoute-moi. Demain matin, va à l'étal de légumes de maman Ruth au marché. Dis-lui qu'Élise t'envoie. Elle te donnera du travail pour trier les légumes, et tu pourras rapporter à la maison ce qui ne se vend pas. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est de la nourriture pour tes bébés. » « Mais je n'ai rien pour te payer pour cette bonté, » chuchota Marie. « La bonté n'est pas quelque chose que l'on paie, » répondit Élise, pressant quelques pièces de cuivre dans sa main. « Probablement ces dernières, » réalisa Rowan. « C'est quelque chose que l'on transmet. Un jour, quand tu seras forte à nouveau, tu aideras quelqu'un d'autre. » Tout au long de l'après-midi, Rowan suivit Élise à travers les quartiers les plus pauvres de Zora. Elle rendit visite aux malades, apportant de l'eau et du réconfort. Elle joua avec des enfants orphelins, les faisant rire avec des chansons idiotes. Elle aida une femme aveugle à se déplacer dans le marché bondé, décrivant les couleurs et les sons autour d'elle avec des détails si vifs que même Rowan se surprit à voir le monde d'une nouvelle manière. Jamais elle ne mentionna le prince ou la sélection. Elle ne pratiqua pas les salutations royales ou ne répéta pas de discours flatteurs. Elle se déplaçait simplement à travers le monde, le laissant légèrement meilleur qu'elle ne l'avait trouvé. Alors que le soleil commençait à se coucher, Élise retourna enfin à la petite maison de maman Ruth, les épaules affaissées par la fatigue. Rowan, toujours déguisé, s'approcha de l'étal de légumes où maman Ruth rangeait ses marchandises. « Excusez-moi, grand-mère, » dit-il respectueusement. « Je suis nouveau en ville et je cherche du travail. J'ai vu une jeune femme aider les gens toute la journée. Élise, je crois qu'elle s'appelle ainsi.
Travaille-t-elle pour une œuvre de charité? Maman Ruth leva les yeux, l'étudiant avec des yeux perçants qui semblaient voir plus qu'il n'aurait dû. Une œuvre de charité? Elle rit, un son semblable à des feuilles qui bruissent. Non, jeune homme, c'est juste Élise qui est Élise. Chaque soir, après avoir terminé son travail de couture, elle rend visite aux malades et aux pauvres. Elle fait cela depuis qu'elle a 14 ans. Depuis qu'elle a compris que souffrir seule est terrible, mais souffrir seule alors que d'autres pourraient aider est insupportable. Ne se prépare-t-elle pas pour la sélection? Demanda Rowan. J'ai entendu dire que chaque fille du royaume se disputait l'attention du prince. Les yeux de maman Ruth pétillèrent d'un amusement connaisseur. Élise est allée au palais parce que j'ai insisté. Mais son cœur n'est pas fixé sur les couronnes et les trônes, jeune marchand. Son cœur est fixé sur l'apaisement de la douleur où qu'elle la trouve. Cela vaut plus que tout l'or du royaume, même si je doute qu'un prince puisse comprendre cela. Rowan sentit sa gorge se serrer d'émotion. Peut-être sous-estimez-vous les princes, grand-mère. Alors que la nuit tombait sur Zora, Rowan retourna au palais, sa décision prise. Jacob le rencontra à l'entrée secrète, le soulagement inondant son visage. Alors, demanda Jacob, avez-vous découvert ce dont vous aviez besoin? Rowan retira la robe de marchand, ses yeux brillants de certitude. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, mon ami. Alors que toutes les autres filles de ce royaume ont passé leur journée à perfectionner leur apparence et à répéter leur charme, une fille a passé une journée à panser des blessures, à nourrir les affamés et à apporter de la lumière dans des endroits sombres. Et elle l'a fait sans rien attendre en retour. La jeune orpheline, Élise, demanda Jacob. Oui, confirma Rowan. Parmi toutes les belles filles avec leurs bijoux et leurs promesses, Élise est la seule à avoir un cœur assez pur pour guérir un royaume brisé. Elle ne le sait pas encore, mais je l'ai déjà choisie. Jacob sembla inquiet. Votre père n'approuvera pas, Votre Altesse. Elle n'a pas de dot, pas de relation familiale, pas de valeur politique. Elle a quelque chose de plus précieux que tout cela, répondit Rowan fermement. Elle a la seule chose dont ce royaume a désespérément besoin, une compassion authentique. Et je convaincrai mon père de cela, même s'il faut que j'utilise tous mes arguments. Cette nuit-là, alors que les autres filles dormaient en rêvant de couronne, Élise s'agenouilla au bord de son lit et pria non pour la victoire dans la sélection, mais pour la force d'aider une personne de plus le lendemain. Ni elle ne savait que le prince avait déjà vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Le choix était fait. Maintenant venait la partie difficile, faire comprendre à tous les autres pourquoi l'orpheline qui n'avait rien valait plus que toutes les filles riches qui avaient tout. Le roi Adabo était assis dans ses appartements privés, examinant les rapports de la journée de sélection, lorsque le prince Rowan demanda une audience. Le roi sentit une détermination inhabituelle dans la posture de son fils lorsqu'il entra. « Père, je dois vous parler de la sélection », commença Rowan sans préambule. Le roi déposa ses papiers, étudiant le visage de son fils. « J'ai examiné les candidates. Nadia, la fille du maire, apporte des connexions politiques substantielles. La famille commerçante de Jasmine pourrait ouvrir de nouvelles routes à travers le désert. Il y a aussi la princesse Clara des Territoires du Nord. Je choisis Élise, interrompit Rowan, sa voix ferme et stable. Un silence remplit la chambre comme une inondation. L'expression du roi Adabo passa de la confusion à l'incrédulité, puis à une frustration à peine contenue. Élise, dit-il enfin, la fille orpheline. Rowan, elle n'a rien. Pas de famille, pas de richesse, pas de formation pour la vie royale. À quoi penses-tu? Je pense au genre de royaume que nous voulons construire, répondit Rowan, se rapprochant de son père. Je me suis déguisé aujourd'hui et j'ai observé les candidates au village. Père, vous auriez dû les voir. Les filles riches qui semblaient si parfaites au palais traitaient les gens du commun comme de la poussière sous leurs pieds. Elles étaient cruelles, méprisantes et ne se souciaient que de leur propre statut. Le roi agita la main d'un air dédaigneux. Ce sont des compétences qui peuvent être enseignées. La tenue royale, la diplomatie, mais la compassion ne peut pas être enseignée. La voix de Rowan s'éleva avec passion. La gentillesse authentique ne peut pas être inculquée à quelqu'un qui ne la possède pas. Père, pendant que ses filles préparaient leur apparence, Élise a passé une journée à s'occuper des anciens blessés, à nourrir des enfants affamés et à réconforter les désespérés.
Elle a fait cela sans attendre de récompense, sans reconnaissance. C'est le cœur d'une vraie reine. Le roi Adabo se leva, sa propre frustration grandissant. Rowan, je comprends tes idéaux romantiques, mais gouverner un royaume demande plus qu'un bon cœur. Cela nécessite des alliances politiques, une stabilité économique, des partenariats stratégiques. Une orpheline sans relation n'apporte aucune de ces choses. Elle apporte quelque chose de plus précieux. La confiance et l'amour de notre peuple, contesta Rowan. Les riches nous soutiennent déjà parce que cela les avantage. Mais les gens du commun, les fermiers, les travailleurs, les familles en difficulté, ils ont besoin de voir que nous nous soucions d'eux, pas seulement que nous les utilisons. Élise incarne ce souci. Elle est ce lien. Le roi se laissa retomber sur sa chaise, se frottant les tempes. Même si je te croyais, le conseil royal n'approuverait jamais. Ils s'attendent à une épouse qui renforce notre position, pas à une qui raccommode des vêtements pour des pièces de cuivre. Alors nous les convaincrons, dit Rowan, sa détermination inébranlable. Donnez-moi 3 jours, père. Laissez-moi prouver qu'Élise a ce dont ce royaume a besoin. Le roi Adabo regarda son fils longuement, voyant en lui la même conviction têtue qu'il avait possédée étant jeune homme. Finalement, il soupira. 3 jours. Mais Rowan, si tu ne peux pas me démontrer, à moi et au conseil, que cette fille possède les qualités nécessaires pour être reine, tu choisiras parmi les autres candidates. Avons-nous un accord? Nous l'avons, accepta Rowan, le soulagement et l'anxiété se mélangeant dans sa poitrine. Le lendemain matin, le roi annonça un ajout sans précédent au processus de sélection. Toutes les candidates restantes affronteraient une série de tests sur 3 jours, des tests conçus non pour la beauté ou la grâce, mais pour le caractère et la sagesse. L'annonce créa un tollé parmi les familles riches. Ce n'était pas ainsi que fonctionnaient les sélections royales. Mais la parole du roi était loi, et les filles n'avaient d'autre choix que de participer. Le premier test commença à l'aube dans les jardins du palais. Le roi Adabo s'adressa aux candidates assemblées avec une autorité grave. Vous aspirez à devenir reine d'Alteria. Une reine doit comprendre tout son peuple, pas seulement les riches et les puissants. Votre premier test est le suivant. Vous passerez chacune la journée dans le marché du village, travaillant aux côtés des commerçants ordinaires. À la fin de la journée, vous présenterez ce que vous avez appris sur la vie de notre peuple. Des halètements horrifiés parcoururent les filles riches. Travailler au marché comme des vendeuses ordinaires. Le visage de Nadia rougit de colère. Votre Majesté, vous ne vous attendez sûrement pas à ce que nous. Je m'attends à ce que les reines potentielles comprennent tous les niveaux de ce royaume, l'interrompit le roi froidement. Celles qui refusent peuvent se retirer de la sélection maintenant. Personne ne se retira, bien que l'expression de Jasmine suggéra qu'elle le voulait. La fierté et l'ambition les maintenaient engagées. Les filles furent réparties parmi différents marchands. Élise, habituée au travail acharné, fut associée à une potière qui lui apprit à façonner l'argile tout en discutant des défis de vendre des marchandises lorsque les clients riches marchandaient injustement. Elle écouta attentivement, ses mains apprenant rapidement le métier, son esprit absorbant chaque détail sur les difficultés de la potière. Nadia fut assignée à aider un marchand de tissus. Elle tint à peine 2 heures avant de se plaindre de la chaleur et de la poussière, passant le reste de la journée assise à l'ombre tandis que la fille du marchand faisait le travail. Elle n'apprit rien. Jasmine s'en sortit un peu mieux avec un vendeur d'épices, mais elle passa la plupart de son temps à essayer de convaincre les clients riches de se souvenir de son nom pour quand elle deviendrait reine, plutôt qu'à réellement aider aux ventes ou comprendre les défis commerciaux du vendeur. D'autres filles performèrent avec des niveaux d'effort variables. Certaines essayant vraiment de comprendre le travail, d'autres se contentant de tenir jusqu'à la fin du test. Au coucher du soleil, les candidates se rassemblèrent devant le roi et le prince Rowan dans la grande salle. Une par une, elles présentèrent leurs observations. Nadia parla la première, son rapport superficiel et dédaigneux. Les travailleurs du marché sont des gens simples avec des besoins simples, Votre Majesté. Ils bénéficieraient de lois plus strictes contre le marchandage et les plaintes. Une main ferme résoudrait la plupart de leurs problèmes. L'expression du roi resta neutre, mais la mâchoire de Rowan se serra. Le rapport de Jasmine se concentra principalement sur le potentiel économique du marché.
Avec des investissements appropriés de familles riches comme la mienne, les profits du marché pourraient augmenter significativement. Les travailleurs devraient être reconnaissants pour l'emploi que nous leur fournissons. Plusieurs autres filles donnèrent des réponses similaires, soit méprisantes envers les difficultés des marchands, soit uniquement concentrées sur l'exploitation économique. Puis ce fut le tour d'Élise. Elle se tenait dans sa robe simple, maintenant poussiéreuse d'argile du tour de potier, et parla avec une conviction tranquille. « Votre Majesté, j'ai appris que les vendeurs du marché sont le cœur battant de notre royaume. Ils se lèvent avant l'aube et travaillent après le coucher du soleil. Pourtant, beaucoup peuvent à peine nourrir leur famille. La potière avec qui j'ai travaillé crée de beaux récipients, mais les clients riches la forcent à baisser les prix jusqu'à ce qu'elle ne gagne presque rien. Sa fille veut apprendre le métier, mais elles ne peuvent pas se le permettre car il n'y a plus de profit à en tirer. » La voix d'Élise devint plus forte alors qu'elle continuait. « J'ai appris que lorsque nous permettons aux riches d'exploiter les pauvres sans conséquence, nous ne nuisons pas seulement à des individus. Nous tuons les compétences et les traditions qui rendent Altéria spéciale. Dans 3 générations, il n'y aura peut-être plus de potiers, plus de tisserands qualifiés, plus de maîtres artisans, parce que leurs enfants seront forcés de faire un autre travail simplement pour survivre. » La salle du conseil était tombée complètement silencieuse. Même les autres candidates écoutaient, certaines avec un respect contraint, d'autres avec mépris. « J'ai appris, » conclut Élise, regardant le roi directement dans les yeux, « qu'un royaume n'est aussi fort que ses personnes les plus vulnérables. Et en ce moment, Votre Majesté, beaucoup de notre peuple lutte tandis que nous célébrons dans les palais. Une vraie reine ne se contenterait pas de comprendre cela. Elle consacrerait sa vie à le changer. » Le roi Adabo fixa la jeune orpheline, son esprit bouillonnant de pensées inattendues. À côté de lui, le prince Rohan lutta pour empêcher la fierté de paraître sur son visage. Après un long moment, le roi parla. « Demain apporte le 2e test. Vous êtes toutes renvoyées. » Alors que les filles sortaient en file, le roi Adabo fit signe à Rohan de rester. Quand ils furent seuls, le roi dit calmement. « Je commence à comprendre ton intérêt, mon fils. » La fille dit une vérité qui met mal à l'aise les gens puissants. Une qualité dangereuse mais nécessaire. « Alors vous soutiendrez mon choix ? » demanda Rohan avec espoir. « J'ai dit, je commence à comprendre. »« 2 tests restent, » répondit le roi. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. Pas encore d'approbation, mais plus de rejet catégorique. Cette nuit-là, la parole d'Élise se répandit dans le palais comme une traînée de poudre. Les familles riches étaient outragées. Les serviteurs étaient inspirés. Et dans sa petite chambre, Élise pria pour ne pas avoir tout fait empirer en parlant si hardiment au roi. Elle n'avait aucun moyen de savoir qu'elle venait de réussir le premier test haut la main. Pas seulement le test du roi, mais le plus important, celui de rester fidèle à elle-même, même lorsque dire la vérité pouvait lui coûter tout. 2 jours restaient. 2 autres chances de prouver qu'un cœur d'or valait plus qu'une couronne de joyaux. Le 2e matin se leva gris et incertain, des nuages s'amoncelant sur Altéria comme des témoins du drame en train de se dérouler. Dans les quartiers des serviteurs, les cuisiniers chuchotaient au sujet du test de la veille. Les familles riches n'étaient pas contentes. Dans une chambre d'hôte luxueuse, Nadia arpentait furieusement la pièce tandis que Jasmine était allongée sur des coussins de soie, son visage tordu par la réflexion. « Cette orpheline nous a humiliés, » siffla Nadia. « As-tu vu comment le roi la regardait ? Comment le prince Rohan souriait ? Elle est en train de gagner avec ses histoires pathétiques de pauvres gens et de souffrance. » Jasmine examinait ses ongles parés de bijoux avec un désintérêt fin, bien que son esprit travaillât rapidement. Le roi a peut-être été impressionné, mais il reste 2 tests. Élise parle peut-être bien, mais elle manque de raffinement, d'éducation, d'une formation appropriée. Elle échouera éventuellement. « Et si elle ne le fait pas ? » demanda Nadia. « Et si ce prince idiot la choisit réellement ? Nous ne pouvons pas laisser une orpheline devenir reine tandis que nous retournons auprès de nos familles dans la honte. » Un silence sombre s'installa entre elles. Puis Jasmine s'assit lentement, un sourire cruel se formant sur ses lèvres. Et si Élise ne pouvait pas terminer le prochain test ? Et si elle était trop malade pour participer ? Les yeux de Nadia s'élargirent de compréhension et de joie malveillante. « Que suggères-tu ?
Il y a un vendeur d'herbes dans le marché inférieur, dit Jasmine calmement. Mon père utilise parfois ses services pour des affaires. Il a des choses qui peuvent rendre quelqu'un très malade sans le tuer. Suffisamment malade pour rater un test, certainement. C'est dangereux, chuchota Nadia, bien que son ton suggérât de l'intérêt plutôt que de l'hésitation. L'est aussi de laisser une orpheline voler une couronne qui devrait appartenir à l'une de nous, rétorqua Jasmine. Es-tu avec moi ou non? Avant que Nadia ne puisse répondre, on frappa à la porte. Elles se composèrent rapidement alors qu'un serviteur du palais entrait, annonçant que le deuxième test commencerait dans l'heure. Le deuxième test rassembla toutes les candidates dans l'infirmerie du palais, un grand bâtiment où les malades et les blessés du royaume recevaient des soins. Le roi Adabo se tenait devant elle avec le médecin royal, maître Simon, un homme âgé au visage gentil et aux mains douces. Une reine doit avoir la force de faire face à la souffrance sans broncher, annonça le roi. Aujourd'hui, vous aiderez nos médecins à soigner les malades. Vous nettoierez des blessures, réconforterez les mourants et servirez ceux que la société oublie souvent. Votre compassion et votre courage seront observés. Plusieurs filles pâlirent à cette perspective. Soigner les malades signifiait du sang, des infections, des odeurs désagréables et un contact rapproché avec la maladie, mais encore une fois, aucune n'osa se retirer. Les candidates furent réparties dans différentes sections de l'infirmerie. Élise fut assignée à la zone la plus difficile, la section de quarantaine, où les patients atteints de maladies contagieuses se rétablissaient en isolation. Maître Simon la conduisit personnellement dans cette section, l'étudiant avec des yeux curieux. La plupart des filles nobles s'évanouiraient avec cette affectation, observa-t-il. Vous semblez sans crainte. La maladie ne se soucie pas de la noblesse, répondit Élise simplement. Et la peur ne guérit personne. Je ferai de mon mieux pour aider, maître Simon. Le médecin sourit chaleureusement. Je crois que vous le ferez, mon enfant. À l'intérieur de l'infirmerie de quarantaine, Élise trouva 15 patients dans divers états de maladie. Fièvre, toux, faiblesse. Elle se déplaça parmi eux avec une grâce naturelle, lavant les visages fiévreux avec de l'eau fraîche, changeant les draps souillés, offrant des gorgées de thé médicinal. Elle parla à chaque patient, apprenant leurs noms et leurs histoires, les traitant non comme des maladies à gérer, mais comme des personnes méritant de la dignité. Dans une autre section, Nadia tint à peine 1 heure avant de prétendre qu'elle se sentait faible et avait besoin de repos. Elle passa le reste du test assise dans le couloir, loin de tout patient réel. Jasmine performa légèrement mieux, suivant les instructions des médecins avec une efficacité mécanique, mais sans chaleur. Elle ne touchait les patients que lorsqu'elle y était absolument obligée et ne les regarda jamais une seule fois dans les yeux ou ne parla au-delà des exigences cliniques. Mais l'esprit de Jasmine n'était pas sur le test. Tout au long de la journée, elle observa Élise à travers les fenêtres de l'infirmerie de quarantaine, la haine brûlant dans sa poitrine. Pendant une pause lorsque les candidates étaient servies pour le déjeuner, Jasmine s'éclipsa du groupe. Le marché inférieur était à 15 minutes de marche du palais. Jasmine, déguisée dans une cape de servante empruntée, trouva l'étal du vendeur d'herbes niché dans un coin ombragé. Le vendeur était un homme mince et nerveux aux yeux fuyants. « J'ai besoin de quelque chose pour rendre quelqu'un très malade », chuchota Jasmine, pressant des pièces d'or dans sa paume. Rien de permanent, juste assez pour la garder alitée pendant 2 jours. Le vendeur d'herbes hésita, reconnaissant la fille sous le déguisement comme l'une des candidates de la sélection, mais l'or était substantiel. D'un compartiment caché, il sortit une petite fiole de liquide jaunâtre. 3 gouttes dans sa boisson ce soir. Elle sera trop malade pour se lever demain matin. 2 jours de fièvre et de douleur, puis la guérison. Mais si quelqu'un découvre... Personne ne découvrira rien, l'interrompit Jasmine, saisissant la fiole. Cette transaction n'a jamais eu lieu. Elle se dépêcha de retourner au palais, le cœur battant à la fois de peur et d'exaltation. Ce soir-là, lorsque le test se conclut et que les candidates se rassemblèrent pour leur repas du soir, Jasmine attendit son opportunité. Élise était assise au bout de la salle à manger, épuisée mais contente. Elle avait passé toute la journée à s'occuper des malades, et maître Simon avait loué son toucher de guérisseuse naturelle. Demain serait le test final, et ensuite le roi annoncerait sa décision. Alors que les serviteurs apportaient des carafes d'eau aux tables, Jasmine se positionna près d'Élise,
la fiole cachée dans sa paume. Elle attendit qu'Élise soit distraite par une conversation avec une autre fille, l'une des rares candidates qui l'avait traitée avec gentillesse, puis bougea rapidement. Mais ce que Jasmine ne savait pas, c'est que quelqu'un l'avait observée toute la journée. Jacob, le capitaine de la garde du palais, avait été assigné par le prince Rowan pour observer discrètement les candidates. Il avait remarqué l'absence de Jasmine pendant le test, l'avait vue s'éclipser vers le marché inférieur, et l'avait suivie à distance. Bien qu'il n'ait pas entendu la conversation avec le vendeur d'herbes, il avait vu l'échange de pièces et la fiole. Maintenant, alors que la main de Jasmine se dirigeait vers la coupe d'Élise, Jacob s'avança à grands pas délibérés. « Lady Jasmine », appela-t-il bruyamment, sa voix portant à travers la salle à manger. « Le roi demande votre présence immédiate. » Jasmine se figea, la fiole toujours cachée dans sa paume, mais sa main suspendue au-dessus de la coupe d'Élise. Tous les yeux de la salle se tournèrent vers elle. La panique traversa son visage. « Je ne faisais que, » balbutia-t-elle. « Maintenant, » ordonna Jacob, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Jasmine n'eut d'autre choix que de le suivre, la fiole toujours serrée dans sa main moite. Alors qu'il marchait dans le couloir, Jacob parla d'une voix basse et dangereuse. « Je sais ce que vous portez, Lady Jasmine. Je sais où vous êtes allée cet après-midi. Vous avez deux choix. Avouer au roi maintenant et affronter un bannissement immédiat du royaume, ou quitter le palais ce soir. Retirez-vous de la sélection et ne parlez plus jamais de cela. » Le visage de Jasmine se vida de toute couleur. « Vous ne pouvez rien prouver, » chuchota-t-elle désespérément. « Je vous ai suivi chez le vendeur d'herbes, » répondit Jacob froidement. « J'ai 3 gardes du palais qui ont témoigné de votre absence pendant le test. Et si vous ne croyez pas que nous pouvons prouver quoi que ce soit, n'hésitez pas à tester cette théorie devant le roi. » Il prend les tentatives d'empoisonnement très au sérieux, même quand elles ciblent une orpheline. Ils étaient arrivés à une petite porte latérale menant hors du palais. Jacob l'ouvrit, révélant les rues sombres au-delà. « Choisissez maintenant, » dit-il. « L'aveu et la honte publique, ou le départ discret et la préservation de l'honneur de votre famille. » Jasmine fixa la porte ouverte, puis la fiole dans sa main. Avec des doigts tremblants, elle la tendit à Jacob et franchit le seuil de la porte pour disparaître dans la nuit. Elle enverrait un message demain pour dire qu'elle était tombée malade et se retirait de la sélection. Son père serait furieux, mais au moins elle éviterait la prison. Jacob la regarda disparaître dans l'obscurité, puis scella soigneusement la fiole. Il la montrerait au prince Rowan le matin comme preuve de jusqu'où certains iraient pour empêcher l'ascension d'Élise. De retour dans la salle à manger, Élise remarqua la place vide de Jasmine, mais n'y pensa pas beaucoup. Elle termina son simple repas, remercia les serviteurs et se retira dans sa chambre pour se préparer au test final. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait frôlé la catastrophe, ni que quelqu'un avait veillé sur elle tout du long. Parfois, réfléchit-elle en s'agenouillant pour ses prières du soir, la bonté créait des boucliers invisibles. Des gens qui se souciaient assez pour vous protéger, même quand vous ne saviez pas que vous aviez besoin de protection. Demain apporterait le test final. Demain, le roi ferait son choix. Le dernier matin arriva avec la lumière dorée du soleil traversant les fenêtres du palais comme si les cieux eux-mêmes bénissaient ce qui allait se dérouler. Seules 10 candidates restaient. Jasmine avait fait savoir son retrait soudain, et 3 autres étaient discrètement parties pendant la nuit, incapables de faire face à un autre test de caractère qu'elles savaient qu'elles échoueraient. Le prince Rowan rencontra Jacob avant le lever du soleil, apprenant le complot d'empoisonnement. La rage et le protecteur se disputaient dans sa poitrine. « Elle aurait pu tuer Élise, » dit-il, sa voix tendue par une colère à peine contrôlée. « Mais elle ne l'a pas fait, » répondit Jacob calmement. « Et Élise n'a jamais besoin de savoir à quel point elle a été proche du danger. Laissez-la affronter le test d'aujourd'hui avec des yeux clairs et un cœur sans fardeau. » Rowan hocha lentement la tête, reconnaissant la sagesse dans les paroles de son ami. « Merci, Jacob, de l'avoir protégée quand je ne pouvais pas. C'est ce que font les amis, Votre Altesse, » dit Jacob avec un léger sourire. « Maintenant, allez vous préparer pour le test final. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui changera Alteria pour toujours. » Les candidates restantes se rassemblèrent dans la salle du trône où le roi Adabo siégeait avec le conseil royal au complet. 12 anciens qui conseillaient la couronne sur toutes les décisions majeures.
L'atmosphère était lourde d'anticipation. Vous avez toutes démontré diverses qualités au cours de ces 3 jours. Le roi commença, sa voix résonnant dans la salle. Mais le test d'aujourd'hui est le plus important. Une reine doit posséder non seulement de la compassion et de la compréhension, mais aussi de la sagesse face à des choix impossibles. Il fit un geste vers les membres du conseil qui tenaient chacun un parchemin scellé. Vous recevrez chacune un scénario, un problème auquel notre royaume est actuellement confronté. Vous aurez 2 heures pour considérer votre réponse. Puis vous présenterez votre solution à ce conseil. Nous jugerons non la perfection de vos réponses, mais la sagesse de vos cœurs. Les parchemins furent distribués. Élise déroula le sien avec des mains tremblantes, lisant le scénario écrit en écriture formelle. Une sécheresse sévère menace les villages du Nord. Les réserves de nourriture s'épuisent rapidement. Les propriétaires terriens riches ont des réserves de grains mais refusent de vendre à des prix abordables, préférant exporter vers les royaumes voisins pour un profit plus élevé. Les pauvres sont confrontés à la famine. En tant que reine, comment résoudriez-vous cette crise? Le souffle d'Élise se coupa. Ce n'était pas seulement un scénario hypothétique. Elle reconnaissait cela comme une situation réelle affectant les régions du nord d'Alteria. Elle avait entendu des marchands en discuter au marché. Avait vu l'inquiétude dans les yeux de maman Ruth en parlant de cousins dans le nord. Les 2 heures passèrent comme des minutes alors qu'Élise luttait avec le problème. Des solutions simples lui venaient facilement à l'esprit. Forcer les propriétaires terriens à vendre, saisir leurs réserves de grains. Mais cela créerait d'autres problèmes, engendrant du ressentiment et décourageant la production future. Pourtant, ne rien faire signifiait que les gens mouraient de faim. Quand vint le moment de présenter, Nadia passa la première. Sa solution était dure et simple. Saisir le grain par décret royal. Les propriétaires terriens se plaindront, mais ils obéiront. L'autorité de la couronne doit être absolue. Les membres du conseil échangèrent des regards, mais ne dirent rien. D'autres candidates présentèrent des variantes de solutions similaires. Certaines suggérant de lourdes taxes sur les exportations, d'autres proposant des ventes forcées, une suggérant même d'emprisonner les propriétaires terriens qui refuseraient de coopérer. Puis ce fut le tour d'Élise. Elle se tenait devant le roi et le conseil, sa robe simple contrastant vivement avec la chambre ornée, et parla avec une conviction tranquille. « Votre Majesté, membre du conseil, ce problème n'a pas de réponse facile. Mais je crois que la solution doit considérer non seulement la crise immédiate, mais aussi l'avenir de notre royaume. » Elle prit une inspiration, organisant ses pensées. « Si nous saisissons le grain par la force, nous résolvons la faim d'aujourd'hui, mais créons la famine de demain. Les propriétaires terriens produiront moins la saison prochaine, craignant la confiscation. Si nous ne faisons rien, les gens meurent de faim et perdent confiance en la protection de la couronne. Alors, que feriez-vous ? Demanda le roi Adabo, se penchant en avant avec un intérêt authentique. Je proposerai une solution en 3 parties, répondit Élise. Premièrement, je rendrai personnellement visite au village du Nord et aux propriétaires terriens, non comme une reine donnant des ordres, mais comme une médiatrice cherchant la compréhension. Les propriétaires terriens doivent voir les visages de ceux qui ont faim, non comme des statistiques, mais comme de vraies personnes, des voisins, des concitoyens d'Alteria. Elle continua avec une confiance croissante. Deuxièmement, j'offrirai aux propriétaires terriens un partenariat plutôt qu'une punition. La couronne garantirait l'achat d'une partie de leur prochaine récolte à des prix équitables, assurant qu'ils aient une incitation à produire plus plutôt que moins. Cela adresse leur peur de la perte tout en sécurisant les futures réserves de nourriture. Et troisièmement, incita le roi. Troisièmement, et le plus important, j'établirai des réserves communautaires de grains dans chaque région, gérées conjointement par les propriétaires terriens et les villageois. Dans les bonnes années, une partie de la récolte serait stockée contre les mauvaises années. Cela empêche à la fois l'accumulation et les crises futures. Tout le monde contribue, tout le monde en bénéficie, et personne ne fait face à la famine seule. La salle du conseil tomba silencieuse. Lentement, le membre le plus âgé du conseil, le président David, se leva. C'est la sagesse non pas d'un dirigeant qui commande d'en haut, mais d'un leader qui se tient parmi son peuple. C'est la sagesse dont ce royaume a besoin depuis des générations. Un par un,
Les autres membres du conseil hochaient la tête en signe d'accord. Même ceux qui s'étaient opposés au choix d'une orpheline ne pouvaient nier la perspicacité de ses paroles. Le roi Adabo regarda son fils, voyant la fierté et l'amour briller dans les yeux de Rowan. Puis il regarda Élise, cette fille aux mains calleuses et au cœur d'or. Cette orpheline qui avait en quelque sorte compris ce que la noblesse avait oublié. Que le vrai leadership sert plutôt qu'il ne gouverne. Élise de Zora, dit le roi, sa voix portant le poids de l'autorité royale. En 3 jours, vous avez démontré une compassion, un courage et une sagesse au-delà de vos années. Vous avez montré à mon conseil et à moi que la vraie noblesse n'a rien à voir avec la naissance et tout à voir avec le caractère. Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait éclater hors de sa poitrine. Par conséquent, continua le roi Adabo, c'est ma décision, soutenue par ce conseil, que vous soyez désignée comme la fiancée choisie du prince Rowan. Si vous acceptez, vous deviendrez princesse d'Alteria et en temps voulu sa reine. La chambre éclata en halètements, certains de choc, certains de joie, certains d'incrédulité. Les candidates riches restantes fixèrent la scène dans un silence stupéfait tandis que leur monde basculait sur son axe. Élise sentit des larmes couler sur son visage. Elle regarda le prince Rowan, qui s'était levé de son siège et s'approchait maintenant d'elle avec un sourire qui illuminait toute la salle. « Je vous ai observé pendant des jours, » dit Rowan doucement, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai vu votre bonté envers les étrangers, votre sagesse face à l'injustice, et votre courage à dire la vérité même quand cela pourrait vous coûter tout. Élise, vous êtes tout ce qu'une reine devrait être. Voulez-vous vous tenir à mes côtés et m'aider à guérir ce royaume ensemble ?» À travers ses larmes, Élise parvint à parler. « Oui, Votre Altesse, mais j'ai peur. Je ne sais rien d'être une princesse, rien des protocoles royaux ou de la politique. Je suis juste une orpheline qui coud des vêtements et aide les malades. » « Vous n'êtes pas juste n'importe qui, » répondit Rowan, sa voix forte et certaine. « Vous êtes exactement ce dont Alteria a besoin. Et je vous promets que vous n'affronterez pas cela seul. Nous apprendrons ensemble, nous dirigerons ensemble, et nous construirons un royaume où la compassion compte plus que les couronnes. » Le roi Adabo s'approcha, plaçant une main sur l'épaule d'Élise. « Mon fils a choisi avec sagesse. Vous avez ma bénédiction et mon engagement à vous enseigner tout ce que vous devez savoir. » Mais Élise, et sa voix devint à la fois douce et sérieuse. Les leçons les plus importantes, celles concernant le soin des gens et voir au-delà du statut pour reconnaître la vraie valeur, celles-là, vous nous les enseignerez. La nouvelle se répandit à travers le royaume comme une traînée de poudre. Dans les quartiers riches, certaines familles furent enragées par l'insulte qu'une orpheline soit choisie plutôt que leur fille. Mais dans les marchés, dans les villages, dans les humbles maisons où vivaient et travaillaient les gens du commun, des célébrations éclatèrent. Maman Ruth pleura des larmes de joie quand Élise revint lui annoncer la nouvelle. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, mon enfant, » dit-elle, serrant Élise fort. « Pas parce que tu pourrais devenir reine, mais parce que tu n'as jamais laissé les difficultés endurcir ton cœur. C'est le trésor le plus rare en ce monde. » Dans les mois qui suivirent, Élise suivit une formation intense en protocoles royaux, gouvernance et diplomatie. Mais fidèle à sa parole, le prince Rowan s'assura qu'elle ne perdit jamais le contact avec les gens d'où elle venait. Chaque semaine, même en tant que princesse en formation, elle rendait visite aux marchés, aux infirmeries, aux villages pauvres. Non comme une royauté distribuant la charité, mais comme une qui comprenait parce qu'elle l'avait vécu. Le mariage, quand il arriva, fut sans pareil dans l'histoire d'Alteria. Au lieu d'une cérémonie exclusive au palais, il eut lieu sur la grande place où gens du commun et noblesse se rassemblèrent ensemble. Maman Ruth était assise à une place d'honneur à côté du roi lui-même. Et quand Élise marcha dans l'allée dans une robe qu'elle avait cousue de ses propres mains, d'une beauté simple mais ornée de motifs représentant chaque village d'Alteria, le peuple ne vit pas une orpheline prétendant être une princesse. Ils virent l'une des leurs, élevée non pas malgré ses origines humbles, mais à cause du cœur d'or que ses origines avaient forgé. Des années plus tard, quand les historiens écrivirent sur le règne de la reine Élise, ils notèrent qu'il marqua un tournant pour Alteria. Sous son influence, le royaume établit des systèmes de soutien pour les vulnérables, créa des opportunités pour les gens du commun de conseiller la couronne, et construisit une société où la compassion tempérait le pouvoir. Mais ceux qui la connaissaient le mieux comprirent que le secret de son succès était plus simple que n'importe quelle politique ou programme.
La reine Élise gouvernait de la même manière qu'elle avait vécu en tant qu'orpheline, avec une gentillesse authentique, une sagesse pratique et une croyance inébranlable que chaque personne, indépendamment de la naissance ou du statut, méritait dignité, opportunité et espoir. Et à ses côtés se tenait toujours le roi Rohan, reconnaissant chaque jour d'avoir regardé au-delà des bijoux et des belles robes pour voir le plus grand trésor que son royaume ait jamais connu, une jeune orpheline au cœur d'or, qui leur apprit à tous que la vraie noblesse se mesure non pas par ce que l'on possède, mais par ce que l'on donne. Le royaume d'Alteria prospéra, non parce qu'il était le plus riche ou le plus puissant, mais parce qu'il avait appris la leçon la plus importante de toutes, que la force d'une nation ne réside pas dans ses palais, mais dans son peuple. Et la valeur d'un leader ne se mesure pas à sa couronne, mais au cœur qu'il guérit et aux vies qu'il élève. Et ils vécurent tous dans un royaume où la compassion était la monnaie, la bonté était la force, et une orpheline qui n'avait rien s'avéra valoir plus que toutes les richesses du monde. Si cette histoire t'a ému, dépose un petit cœur jaune dans les commentaires. Et surtout, rappelle-toi, ta meilleure amie a encore plein de récits à te partager. Alors abonne-toi, reste tout prêt, et on se retrouve très vite. D'ici là, reste douce, reste authentique, et reste ma meilleure amie. Car tu le sais, une vraie meilleure amie n'est jamais à court d'histoire.